Chers téléspectateurs, vous êtes de retour sur le plateau d'Africa 24 dans le cadre de cette édition spéciale en direct de Conakry, en Guinée. Nous vous proposons donc depuis quelques jours de revisiter le programme des candidats, mais également d'avoir les candidats face à face. Et c'est d'ailleurs le cas, n'est-ce pas Thierry? Oui, nous sommes avec le candidat Cellou Dalein Diallo de l'Union des forces démocratiques de Guinée qui est là ce soir pour répondre à nos questions. Oui, Angèle. Alors, nous venons, Monsieur Diallo, de regarder le journal de campagne où vous apparaissiez à la rencontre de la population et où vous avez déclaré que vous n'accepteriez plus que l'on vole vos élections. Alors, est-ce que vous vous dites, cette fois-ci, ça sera moi ou ça ne sera personne d'autre? Qu'est-ce que vous vous dites exactement? Non, ce que je souhaite, c'est qu'on respecte le choix de la population. C'est que les suffrages que les Guinéens vont exprimer soient crédités aux candidats pour lesquels ils ont exprimé, qu'il y ait des élections libres et transparentes. Ça ne semble pas être la volonté du pouvoir et de la CENI. Il y a déjà un certain nombre de problèmes, justement, posés par les autres candidats, d'abord par l'opposition, parce que la CENI n'a pas associé, n'a même pas informé l'opposition de ce qu'elle était en train de faire dans le cadre de la préparation de ces élections. Elle n'a jamais adressé un courrier à l'opposition, elle n'a jamais invité l'opposition à une réunion pour discuter du plan d'action, du programme qu'elle a élaboré, qu'elle était en train de mettre en œuvre dans le cadre de l'organisation de ces élections. Mais il y a eu beaucoup d'anomalies, d'irrégularités qui ont été identifiées. Notamment lors de la révision de la liste électorale. Vous le savez, il y a eu un enrôlement massif d'enfants dans les régions réputées être les fiefs de M. Alpha Condé, à Kankan et à Farana en particulier. Ça a été constaté par nos représentants dans les commissions administratives de recensement. J'ai envoyé moi une mission de députés pour aller constater les faits. On a filmé, on a bien documenté ça. On a protesté contre l'enrôlement des enfants. C'est toute une classe du primaire qu'on envoie et puis on leur donne, on les enregistre et puis on leur donne un récépissé. Ce que rejette et le RPG et la CENI. Mais on a donné les preuves. J'ai un cas où quelqu'un qui est père de 3 enfants de même mère, même père, l'aîné est né en 2001 et il a été recensé dans son école. Les 2 autres sont à l'école primaire, lui il est au collège, l'aîné. Ils ont été recensés dans leur école primaire, ils sont rentrés tous les 3 avec un récépissé indiquant qu'ils sont tous nés en 1997, c'est-à-dire qu'ils venaient d'avoir 18 ans. Il y a beaucoup de cas, j'ai envoyé un huissier qui a constaté les choses sur place. Et j'ai envoyé un député, lorsque ce député a filmé les enfants d'une école primaire en train de se faire recenser, la députée a été pratiquement arrêtée, déférée devant le préfet et le gouverneur, qui a pris la décision d'effacer tout le contenu de son iPad. Vous semblez avoir d'entrée contre la CENI. Le président Condé, lui aussi, il dit que cette CENI-là, c'est une CENI politique et lui, il aurait souhaité avoir une CENI qui soit plus technique. Mais que vous, les politiques, vous avez décidé qu'il fallait absolument qu'il y ait vos représentants. Et c'est ça qui n'arrange pas les choses. Ce n'est pas qu'on ait décidé qu'elle soit politique. Il y a eu le débat. Est-ce qu'il fallait une CENI technique, il fallait une CENI politique? Au sein de l'opposition, il y avait des gens qui pensaient une CENI technique, d'autres une CENI politique. Le CNT a décidé de mettre en place une CENI politique pour que on a réservé 10 postes de commissaires à l'opposition, 10 au pouvoir, et le pouvoir a trouvé le moyen de s'octroyer 2 autres, disant que c'est le représentant de l'administration. Et ensuite, sur les 10 qui ont été affectés à l'opposition, M. Alpha Condé a retiré un poste pour donner à son ami, si bien que l'opposition a eu 9 et le pouvoir a eu donc 11 parmi les commissaires politiques. Maintenant, il y a eu ceux qui devraient être désignés par la société civile. Bon, naturellement, l'État peut influencer le choix de ses représentants de la société. Mais qu'il s'agisse de CENI technique ou de CENI politique, on a l'impression tout de même qu'à chaque scrutin en Guinée, la CENI est contestée. Et là, vous avez mis en avant le fait que le RPG soit au pouvoir et qu'il manœuvre en arrière-plan. Mais lors de la dernière élection présidentielle, le RPG n'était pas au pouvoir. Oui, mais il a bénéficié de la complicité des autorités de la transition. C'est connu aujourd'hui que les langues sont déliées. Est-ce que vous avez digéré cette défaite de 2010, oui, M. Séni? Oui, puisque j'ai accepté les résultats proclamés par la Cour suprême de bonne foi. J'espérais bien entendu que M. Alpha Condé, qui revendique 40 ans de combat pour la démocratie et les libertés,
qui est professeur de droit allait avoir à cœur de consolider la démocratie, de consolider l'unité nationale et de mettre en place l'état de droit. J'avais vraiment en disant que, bon, de toute façon, en me disant qu'il n'y avait qu'une place. Si les autorités de la transition, la Cour suprême a validé ces résultats, il fallait les accepter en espérant pour mon pays que M. Alpha Condé allait avoir à cœur justement l'instauration de ces valeurs, démocratie, protection des droits humains, principes et règles d'état de droit. Malheureusement, dans les faits, c'est tout sauf ça que M. Alpha Condé a fait. Est-ce que vous vous engagez cette fois-ci à respecter, comme lors de la dernière élection présidentielle, les résultats de la Cour suprême? Non, cette fois-ci non. Cette fois-ci non, parce qu'on a vu les prémices, on a vu déjà dans la préparation des élections. Je vous ai expliqué dans quelles conditions la révision a eu. Lorsque M. Alpha Condé est passé dans la région à Kankan, on a procédé à l'enrôlement de tous les enfants. Et les résultats sont là. Ce qu'on constate à l'issue de la révision, c'est que le corps électoral de la région administrative de Kankan augmente de 50%, alors que la moyenne nationale, y compris Conakry, est de 22%. Mais dans ce cas-là, la question qui est récurrente, forcément, c'est à quoi bon participer à cette élection? Pourquoi participer à un scrutin dont on sait d'ores et déjà que vous allez rejeter les résultats? Non, mais on aura la preuve aussi davantage la fraude. On a déjà, vous savez, que la transparence d'une élection, ce n'est pas le jour du scrutin. Dans la préparation du scrutin, on a déjà faussé le règle du jeu. On a donné le fief de M. Alpha Condé, on a grossi anormalement le corps électoral, et on a aujourd'hui dans la distribution des cartes, on n'a pas donné de cartes d'électeurs à tous nos leaders. On devait mettre en place les délégations spéciales avant le scrutin. Jusqu'à présent, M. Alpha Condé refuse que ces délégations soient mises en place. Or, c'est une disposition de l'accord politique du 20 août. Le gouvernement s'est engagé à mettre ces délégations spéciales. Vous êtes réunis plusieurs fois, M. Cellou Dalein Diallo, avec d'autres confrères de l'opposition, mais vous n'avez pas pu trouver un accord pour avoir une position forte, par exemple le boycott. Là, on est à quelques heures du scrutin. Bon, il y a eu le débat sur la nécessité du boycott, et même au niveau interne du parti, il y a des débats. On n'a pas toujours les mêmes points de vue. Certains disent non, allons aux élections, mettons en évidence cette fraude, ça nous donnera la légitimité pour revendiquer et contester les résultats. Déjà, la fraude qu'on peut organiser avant le scrutin, elle a été. On a refusé de recenser, notamment à l'étranger, les militants de l'opposition. On a refusé de mettre en place la délégation spéciale. On a recensé les mineurs dans les fiefs de M. Alpha Condé. On fait une distribution sélective des cartes d'électeurs. Et tout ça contribue justement à favoriser un candidat. Donc ça fausse l'équité et la transparence du scrutin. On a ces éléments. Maintenant, on va aller au vote. On va aller voter. Et puis, on va là aussi être vigilant. On aura des éléments, je suis convaincu, parce qu'aujourd'hui, M. Alpha Condé sait qu'il ne peut pas être élu si les élections sont transparentes. Le malheur, c'est qu'il en est conscient. Donc, il a décidé... Ce n'est pas ce qu'il a semblé dire sur ce plateau. Oui, mais il ne le dira pas. Mais vous avez vu, moi, je viens de l'intérieur. Je n'étais pas allé dans certaines préfectures depuis l'élection présidentielle de 2010. Vous avez fait le tour du pays? Tout le pays, j'ai fait toutes les circonscriptions. Et j'ai senti un engouement. Vous avez vu celui de Conakry, mais à Zérékoré, ça n'avait rien à voir avec l'accueil qui m'a été réservé en 2010, même à Kankan, à Sigiri. J'ai fait mon meeting la nuit, il y a une mobilisation monstre pour m'accueillir. Je ne dis pas que tout le monde va voter sur moi, mais au lieu du mépris et de la haine, j'ai senti plus de la sympathie aujourd'hui dans toutes les régions. Mais la question de savoir, justement, M. Diallo, le jour de la confirmation des résultats par la Cour suprême, si vous n'êtes pas en accord avec ce que déclare cette Cour suprême, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Est-ce qu'il y aura de la violence? Parce que là, déjà, on est en pleine violence. Non. Oui. Ce matin, il y a eu des problèmes ici à Conakry. Oui, mais est-ce que vous avez cité les responsabilités en ce qui concerne les violences? Chacun se rejette la balle. Non, mais attendez, mais en tant que journaliste observateur, vous devez faire preuve de discernement, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je suis entré à Conakry. La ville de Conakry, administrativement, finit au PK 36, au poste kilomètre 36. Du kilomètre 36 au kilomètre 6, il n'y a eu aucun préjudice causé à un riverain de la route, à un usager de la route. Même des militants du RPG qu'on a trouvés au niveau de l'aviation, personne n'a été touché. Vous devez donner des consignes strictes qu'il ne faut absolument, il faut ménager les usagers et les riverains, et surtout qu'il ne fallait pas toucher à une banderole ou à une affiche d'Alpha Condé. De Dibreka jusqu'au kilomètre 6,
rien de tout ça n'a eu lieu. Arrivé au kilomètre 6, là où il y a un groupe de militants du RPG violents, on les connaît, chaque fois qu'on a organisé une manifestation qui passe par là, ils se sont toujours permis d'attaquer le cortège. Ils se sont mis à attaquer le cortège. Mais renseignez-vous, du kilomètre 30 jusqu'au kilomètre 6, il n'y a eu absolument rien. On rencontrait les usagers, ils se rangeaient, et une fois, je me souviens, quelqu'un a tapé sur le capot, qui était proche, je dis non, on ne tape pas sur le capot des usagers. C'est des électeurs, on a besoin d'eux, et puis il faut faire preuve de retenue et de discipline. Et pourtant, vos adversaires estiment que les violences à Conakry ont débuté à partir du moment où vous êtes rentré de votre tournée à l'intérieur de la campagne. Attendez, je suis rentré dans ma tournée. Je suis rentré par Dubreka. De Dubreka à kilomètre 36, il y a au moins 45 kilomètres. Il n'y a rien eu de tout ça. On a eu presque 1 heure pour passer le carrefour du kilomètre 36. Il y avait tellement de monde. On n'a provoqué personne. C'était tout, était bon enfant. Les forces de l'ordre étaient parfois présentes, mais elles n'ont aussi commis aucune violence par rapport aux manifestants. Mais arrivé au kilomètre 6, là où on appelle la casse, naturellement, le jet de pierre a commencé à pleuvoir sur le cortège. C'est à partir de là qu'il y a des violences. Et la nuit, ils sont allés s'attaquer aux boutiques des commerçants supposés être des sympathisants ou militants de l'FDG. Monsieur Diallo, la campagne aussi semble être marquée par une forte dose de connotation ethnique, de messages qui ne sont pas en faveur de l'unité nationale. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là? Non, non, pas du tout cette fois-ci. Moi, l'accueil que j'ai reçu à Kankan, à Zérekoré, à Boké, à Forékaria, tout le monde en parle. Parce que d'abord, entre les 2 tours, j'ai essayé de tirer les leçons de cette élection. Et naturellement, ce qu'on pourrait considérer comme des faiblesses du parti, j'ai essayé de les combler. J'ai fait un travail, je n'avais pas encore les résultats, mais lorsque je suis parti là, j'ai vu des gens, j'ai vu les populations de ces régions, ils m'ont réservé un accueil chaleureux. Je suis passé à Benti à minuit dans Forékaria, mais tout le monde, tous les villages m'attendaient. Et ils ont tenu un discours qui me rassurait. Ils m'ont carrément dit qu'en 2010, ils ont voté contre moi, mais ils se sont trompés. Et que désormais, que je peux compter sur eux. À Moussaya, à l'intérieur de Forékaria, j'ai eu les mêmes entretiens avec les sages, avec les jeunes. Moi-même, j'étais surpris de l'ampleur des mobilisations et de la chaleur de l'accueil qui m'ont été réservés justement dans ces régions-là. Non, 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 il n'y a pas au niveau de l'UFDG, on essaye de nous présenter comme un parti communautaire, c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Justement, dans les messages que vous délivrez, lorsque vous dites on ne nous volera pas cette élection présidentielle. Je parle de l'UFDG, de mon parti. De votre parti. On ne nous volera pas. Est-ce que cela ne peut pas, à un moment donné ou à un autre, inciter certains à user de la force ou de la violence? Est-ce qu'en parallèle, vous émettez des messages vis-à-vis de vos électeurs et de la population qui visent à l'apaisement? Oui, écoutez, d'abord, pour conclure le cycle, vous pensez que ceux qui ont marché hier derrière moi, ce n'est que des peu? Non. Ce n'est plus le cas. L'UFDG aujourd'hui, c'est l'UFDG qui regroupe vraiment les ressortissants de toutes les communautés. Et je suis très fort de ça aujourd'hui. Zérekoré, aujourd'hui, la région forestière, je suis très très bien implanté. J'ai le soutien de ces élections. Parce que n'oubliez pas que tout le monde est déçu de la gouvernance d'Alpha Condé, qu'on le dise ou pas. Et ça, c'est évident. Parce que quand même, il n'y a pas eu de progrès, ni sur le plan de la démocratie, ni sur le plan économique. La meilleure performance de M. Alpha Condé, c'était 2013, avant Ebola, parce qu'il a tendance à tout attribué à Ebola, 2,3% de croissance. 2,3% de croissance lorsque la Côte d'Ivoire, le président Ouattara a été installé bien avant lui, faisait 9%, la Sierra Leone à côté, 14,5%. Là, vous êtes dans votre rôle d'opposant de... Non, non, c'est pas... Attendez, ça c'est des chiffres publiés par la Banque mondiale, c'est pas moi qui les invente. Oui, non, attendez, si vous n'acceptez pas des affirmations qui sont fondées, vérifiables, vous dites que ça c'est l'opposant, je rappelle ça, mais c'est une réalité. Il y a d'autres chiffres tout de même encourageants en ce qui concerne la Guinée, qui est remontée dans le classement Doing Business, par exemple, depuis... De 2 points, mais attention, regardez dans le Doing Business. Lorsqu'Alpha Condé est arrivé, c'est monté un peu, après c'est descendu. Regardez bien, les chiffres. Il a gagné 9 oui, dans toutes les évaluations de les performances internationales de la Guinée, vraiment, le pays a fait du surplace lorsqu'il n'a pas reculé. Au niveau du développement humain, c'est la même chose.
au niveau de la perception de la corruption, c'est la même chose. Au niveau de l'attractivité des économies, la Guinée a plutôt réglé. Il y a des publications de toutes les institutions qui font ce genre de placement. Mais il y a quand même des infrastructures qui ont été mises en place. M. Daouda Diallo, par exemple, le barrage de Kaleta, oui. Coût estimé à 526 millions de dollars. C'est vrai que lors de vos meetings, vous avez déclaré qu'il y avait eu une surfacturation. Oui. Mais c'est quand même une œuvre qui permet actuellement d'apporter un peu d'électricité. Lorsque M. Alpha Condé accédait au pouvoir, toutes les études sur le barrage étaient élaborées. Même le dossier d'appel de frais était prêt, sur financement de la Banque africaine de développement. Le coût estimé à l'époque du barrage, à la suite de la porte d'eau, parce qu'il y a toujours une enveloppe confidentielle que le maître d'ouvrage a, c'était 285 000 dollars. M. Alpha Condé, on a conclu un marché de gré à gré avec une entreprise à 550 millions de dollars. Mais je veux dire, quel que soit le président qui serait élu, ce projet était mûr pour être exécuté. Il faut le dire, parce que c'est un projet qui avait été identifié depuis un moment, en même temps que le barrage de Garafiri, parce que la rentabilité de Garafiri dépendait dans une large mesure du barrage de Kaleta. C'est Koine Bellier, un cabinet français qui avait mené les études. Bon. La Guinée a décidé d'apporter ce barrage à l'OMVG. Donc il devait être réalisé dans les mêmes conditions que le barrage sur la Gambie au Sénégal. Lorsque M. Alpha Condé a retiré le barrage, il a trouvé des partenaires, des entreprises qui pouvaient aider à ce que le financement soit trouvé. Mais la surfacturation est évidente. Il y a au moins, même les experts qui connaissent ce genre de connaissances, savent qu'il y a un minimum de 150 millions de dollars de surfacturation. La question lui a été posée sur ce plateau, ici même, hier. Réponse bien évidemment totalement négative. Ce que vous dites nous permet de nous focaliser à présent un peu plus sur votre programme. Oui. Alors, puisqu'on était en train d'évoquer le barrage de Kaleta, commençons donc par la production énergétique, parce que vous pourriez proposer aux Guinéens. Alors, la demande énergétique en Guinée est forte, l'offre pour l'instant n'y répond pas. Comment comptez-vous résoudre ce problème si vous êtes élu? Bon, évidemment, la Guinée dispose d'un potentiel hydroélectrique énorme. Sur le concours, c'est 150 km sur ce fleuve. Vous aviez Garafiri, Kaleta, Soapiti et Amaria. La Guinée, pour moi, peut être un pays exportateur d'énergie électrique, de l'énergie propre, hydroélectrique. Il s'agit de s'associer avec les pays de la CEDEAO, puisqu'il y a un programme, essayer de mettre en valeur ce potentiel important et construire les barrages. D'autant plus que le coût de construction d'un barrage sur le concours est relativement très faible par rapport au kilowatt qui va être produit. Le coût de revient du kilomètre sur le concours est plus faible parce qu'il y a les chutes, c'est sûr. Vous savez, le massif du Fouta-Jalon, il y a le chute, donc pratiquement, ça ne pose pas de problème. Il y a des problèmes peut-être de déménagement, d'indemnisation qui peuvent aggraver certains coûts, mais les barrages sur le concours sont très faciles à réaliser et sont d'un coût beaucoup plus faible que par rapport à d'autres. Donc je vais faire en sorte que la Guinée exploite ce potentiel et s'il y a lieu, l'exporte. Parce que, bon, bien entendu, on a un potentiel bauxitique important. On peut transformer la bauxite en alumine et en aluminium, mais la production d'aluminium demande beaucoup d'énergie électrique. Et je pense qu'on a ce potentiel-là. Le gouvernement peut essayer de planifier avec le secteur privé, les compagnies minières, justement la production de l'alumine et de l'aluminium grâce à la fourniture par le barrage du Concouré de cette électricité. Parce qu'aujourd'hui, le coût du transport, malgré la baisse récente du prix du carburant qui est passé pratiquement de 100 à 50 dollars la tonne, n'oubliez pas qu'en 1979 on était à 12 dollars la tonne, 12 dollars le brut. Aujourd'hui on est à 50. Avec cette énergie, je pense qu'on peut facilement lancer l'industrialisation de la Guinée et pour qu'elle tire davantage de valeur ajoutée de l'exploitation de ces richesses minières. Est-ce que vous envisagez d'autres sources qui pourraient permettre justement d'améliorer l'accès aux populations, notamment celles qui sont dans des zones reculées, rurales? Oui, non, l'électrification rurale, on a le solaire, on a toutes les sources d'énergie renouvelables qu'on peut naturellement essayer, faire une étude, un schéma directeur d'électrification de la Guinée pour permettre l'accès
à tous les citoyens à l'électricité. Je pense que c'était un objectif que je me fixais. C'est possible, le potentiel est là. On peut, au niveau rural, développer notamment l'énergie solaire ou éolienne. On verra qu'est-ce qui est plus rentable compte tenu de l'ensemble des conditions climatiques de la Guinée. Alors, ce qu'on sait, c'est que l'électricité est très importante pour l'exploitation des ressources minières. Votre pays recèle de très grosses quantités de ressources minières. Il y a eu un code qui a été revu en 2013, après avoir été adopté en 2011. Vous estimez quand même qu'il permet au moins de pouvoir bien vendre les richesses de votre pays? Non, vous savez, si Alpha Condé n'a pas pu saisir les opportunités que lui offrait le marché mondial des matières premières, notamment du fer, c'est parce qu'il a voulu nationaliser les investissements avant leur réalisation. Je vous donne un exemple. Il a décidé, il a voulu imposer à toutes les sociétés minières qui exploitent les minerais, les matières premières, les mines en Guinée, de céder à l'État 35% de leur capital. Bon, gratuitement. Il a décrété que toute infrastructure créée dans le cadre de l'exploitation minière reviendra à l'État à hauteur de 51%. Si vous prenez le Transguinéen et le port en eau profonde par lequel on devait évaluer les minerais de fer de Simandou, il fallait près de 20 milliards d'investissements. Bon, sur les infrastructures, il fallait compter 15 milliards. Si vous prenez 50%, il vous faut 7 milliards de dollars d'investissement. Donc les compagnies disent, bon, on attend, si la Guinée veut être propriétaire à 50%, à 51%, mais bien qu'elle finance à hauteur de 50% des infrastructures. Les projets ont été plaqués, Mais ça a été corrigé. Ça a été corrigé en 2013. Mais attendez, je dis il n'a pas saisi les opportunités en 2013, oui. Mais le marché n'était plus là. C'est-à-dire que s'il avait fait preuve de pragmatisme, s'il avait une expérience, je veux dire en particulier, parce que le marché était bon. La tonne de fer était à 130 $ la tonne en 2010-2011, lorsqu'il arrivait. Il y avait une ruée sur la Guinée. Tout le marché mondial attendait le minerai de fer guinéen. Tous les grands étaient là. BHP Billiton, Vale, Rio Tinto. Tout le monde, chacun avec son projet complètement étudié, prêt à le mettre. On parle de 26 milliards quand même de contrats qui ont été signés. Attends, où sont les 26 milliards? Il n'y a pas d'investissement. Attention, il ne faut pas mélanger. Il s'est allé l'autre fois à Dubaï, il a dit qu'il a eu 6 milliards de dollars. Il n'y avait rien du tout. Il y avait peut-être 200 millions de dollars que les partenaires officiels, parce que vous savez, chaque institution de financement de développement planifie ce qu'elle fait pour un pays pour les 5 ans, en tenant compte des performances du pays et surtout de la capacité d'absorption du pays. Donc chacun est venu annoncer pour les institutions, mais c'est des montants réduits. Maintenant, Mubadala, qui devait construire une usine d'alumine à Boké, a dit que le coût de cette usine, il faut rappeler que ce projet existait depuis le président Lansana Conté, c'était Global qui avait le marché. Les 6 milliards, c'était lié justement à la construction d'infrastructures et la construction d'une usine d'alumine. Et c'est pourquoi Mubadala avait eu le permis, et pas Global. Global a revendu. Et Mubadala a dit, bon, mais il y avait tellement de conditions lorsque j'ai lu, pour quelqu'un qui est avisé, lorsque tu lis, il n'y avait pas d'engagement. Si, les conditions le permettent, on fera. Il n'y avait rien, on est rentré ici avec des déclarations triomphalistes. Oui, on a eu 6 milliards, il n'y avait rien du tout, 200 millions de dollars. J'ai regardé, j'ai participé à beaucoup de réunions de ce genre, les groupes consultatifs avec la banque. Il n'y avait rien. L'investissement était promis si le marché était bon, si ceci et cela. Donc il n'y a rien eu d'investissement par rapport à ça. Alors, lorsqu'on ne comptabilise pas dans les Rio Tinto, l'accord a été examiné par la Banque centrale. Rio Tinto décide, mais l'étude de faisabilité n'était pas prête. Les actionnaires n'étaient pas identifiés. Il a voulu stabiliser son permis d'exploitation parce que le Simandou est convoité. Chaque gouvernement qui arrive remettait en cause justement les permis antérieurs et envie de placer ça. Vous savez que l'autre bloc, deux autres blocs qui étaient attribués à BHR et qui a été cédé à 50% à Vale, bon, ça on a retiré. Mais chaque fois qu'un gouvernement arrive, on a envie de retirer parce que c'est la mine la plus recherchée. Alors Rio Tinto aussi est préoccupé. D'abord, il voulait pour les 4 blocs. Depuis longtemps, on lui a dit non, tu ne prends pas. On lui a retiré 2 blocs, on a donné à BGR. Et puis BGR a vendu ça à Vale. Maintenant, Rio Tinto, aujourd'hui, le marché n'est pas bon, je vous ai dit. C'est-à-dire, au moment où il fallait donner l'accord, vraiment, le gouvernement a hésité, a pris des décisions
contre-productive, économiquement parlant. Et aujourd'hui, le marché est très très difficile, on ferme des usines. La demande oui, mais a même baissé. si vous êtes élu président lors de la prochaine élection, il arrivera peut-être que vous fassiez également des erreurs de jugement et que vous essayiez de corriger le tir. Il se trouve que là, lorsque le tir a été corrigé, le contexte en Guinée ne s'est plus prêté à... Je peux faire des erreurs de jugement, mais j'ai une expérience. J'ai travaillé quand même 30 ans dans l'administration et dans les administrations économiques. J'ai participé à beaucoup de négociations. Vous êtes aussi comptable donc du mauvais bilan en matière de non, ce n'est pas une question de comptabilité. J'ai fait beaucoup de missions pour l'État. J'ai négocié beaucoup de financements, d'investissements privés avec des sociétés au nom de l'État, avec le fonds, la Banque mondiale. J'étais membre de la cellule d'appui. Au CCF, c'était une solution qui travaillait. J'ai une expérience, j'étais directeur général de la Banque centrale, où j'ai fait un travail important dans le cadre de l'ajustement structurel. J'ai restructuré le système bancaire, j'ai assuré sa surveillance, j'ai participé à la restructuration de la Banque centrale, j'ai participé à toutes les négociations avec les principaux partenaires qui devaient soutenir la Guinée dans le cadre justement de la mise en place de l'économie de marché. Je sais par expérience ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc je ne peux pas commettre les mêmes erreurs qu'Alpha Condé qui n'avait pas d'expérience, qui est de notre âge. Et votre plan pour les mines est lequel? Si vous êtes élu président, qu'est-ce que vous allez faire dans je vais être pragmatique. Ce qui est important, ce n'est pas les questions politiques et idéologiques. On a des mines, j'essaie de voir la situation du marché. En fonction de ça, on négocie. Je veux que les investissements se réalisent. Il faut que la rentabilité du capital investi soit assurée. Il faut partager les revenus. On ne peut pas décréter qu'il faudra, moi, que j'ai ça, lorsque les revenus générés par l'exploitation de vos mines ne permettent pas. J'ai introduit une dose de flexibilité permettant d'ajuster justement les obligations financières vis-à-vis de l'État en fonction de l'évolution du marché. Mais je ne peux pas fixer définitivement, dire vous me donnez 35% de votre capital, je vais être propriétaire des infrastructures, ça n'a pas de sens. Une fois que le chemin de fer est là, eh bien, il sera là jusqu'à la fin de l'exploitation. C'est évident. Maintenant, après, on peut me céder ça au franc symbolique, puisqu'il y aura plus, les compagnies n'auront plus d'utilité pour le truc. Je suis sûr que je ne commettrai pas les mêmes erreurs, parce que j'ai une expérience. Et bon, lui, il est de notre âge. Hein. Mais bon, il a un bilan à défendre. Restons sur le bilan. Alors, vous avez dit un peu plus tôt avoir sillonné la totalité du pays. Donc vous avez également pu constater qu'un certain nombre de kilomètres, plusieurs centaines de kilomètres de routes avaient été construites en Guinée. Qu'est-ce que vous entendez faire Depuis que M. Alpha Condé est là, aucune route n'est construite encore. Il y a des projets, des routes, des marchés de gré à gré qui ont été attribués dans des conditions scandaleuses et qui ne sont pas réalisés. Aujourd'hui, il y a 2 projets en cours d'exécution à l'intérieur. Il y a la route Tambacounda, dont j'ai assuré la promotion et j'ai mobilisé le financement avant de quitter le TP. Ça a beaucoup retardé pour des raisons techniques sur lesquelles je ne reviens pas. Aujourd'hui, il y a la route Kissidougou-Gekedou, Seredou, dont une partie est réalisée, qui est financée sur le 10e FED. Ce projet était négocié depuis longtemps. Maintenant, quels sont les projets nouveaux apportés par Alpha Condé en matière de route? Il y a la continuation de l'autoroute Symphonia-Kabelin, qui est attribuée dans le cadre d'un marché à gré, sans appel d'offres, avec 6 millions d'euros le kilomètre. Alors que le précédent, que j'ai moi exécuté, c'est-à-dire Anco 5 Symphonia, c'est 1 million d'euros le kilomètre. Alors, rien d'autre n'a été fait à part ça? Non, il y a si vous voulez, le barrage de Garafiri, le barrage de Caleta, n'importe qui serait venu, puisque tout était prêt. Toutes les études étaient menées. Il ne restait qu'à trouver une entreprise et le financement. Ce financement a été trouvé. Malheureusement, les conditions d'octroi du marché n'ont pas obéi au code des marchés publics. Il faut le dire. Il y a eu surfacturation. On le dénonce. Mais n'importe quel président serait arrivé. Caleta était le projet le plus près. Et au niveau de l'OMG, la BAD était prêt à assumer le rôle de chef de file de financement de ce projet. Les intentions de financement étaient déjà exprimées. Donc tout est surfacturé en Guinée? Non, attendez, n'exagérons pas. Je donne des faits précis. Si vous globalisez, je vous dis le barrage de Caleta, j'ai dit les routes, je peux vous en citer. J'ai l'expérience, j'ai essayé pendant 8 ans ministre des Travaux publics. Hein. Je connais comment ça se passe. Et là, les prix unitaires qui ont été appliqués dans ces marchés... ont été triplés. Hein? Selon vous, ça a été triplé?
Oui, oui, ça a été triplé. Regardez la route Kissidougou-Kankan. Je le dis devant vous, c'est vérifiable. Kissidougou-Kankan, c'est 195 km. On a attribué ça à une société et avec un prix au kilomètre de 1 500 €. C'est jamais vu, 1 500 €. C'est un peu dans la zone. À côté, il y a la route Kissidougou-Gekedou qui s'exécute sur appel d'offres parce que c'est un financement de fait, là tu es obligé, mais l'autre c'est sur les ressources nationales. Mais le truc s'est fait là-bas à 600 000 € le kilomètre. À côté, dans une zone moins difficile, parce que la zone forestière est plus difficile, elle demande beaucoup de remblais et il faut trouver de latérite de bonne qualité pour faire la route. C'est très difficile, le sol est trop meuble par rapport à la route Kissidougou-Kankan, dont les 3/4 se trouvent dans la savane. C'est pas beaucoup. Mais là, vous avez, sur cette route, elle a été attribuée à 1 500 000 € le kilomètre. Dans l'histoire des travaux publics, c'est la route la plus chère en termes de choses. Et à côté, il y a un autre projet qui s'exécute après appel d'offres, après études, et pour 600, pour presque beaucoup moins que la moitié. Monsieur Cellou Diallo, quelle est donc votre priorité, vous, si vous êtes élu président? Non, si j'avais avant de quitter les travaux publics, dont j'ai été le ministre pendant longtemps, j'avais élaboré avec l'appui de l'Union européenne un PST, un programme sectoriel de transport, où je vais définir les priorités du gouvernement pour les 10 prochaines années. Nous étions en 2004, c'était 2005-2010. Bon, j'avais décidé, alors dans ce projet, il était prévu de désenclaver l'ensemble des préfectures par un réseau revêtu, dont on avait naturellement calculé le linéaire et le coût approximatif compte tenu des conditions économiques d'alors. Je vais réaliser ce projet. Il y a quelques routes inter-États que j'avais initiées au Guinée-Kankan avec le gouvernement ivoirien, Lola Danané, Labé Boké-Kebo avec la Guinée-Bissau, qui a d'ailleurs un projet qui s'inscrit dans le cadre de la transcôtière, et puis Labé Mali-Kidougou. Maintenant, à l'intérieur, j'avais identifié tous les projets et j'allais demander aux partenaires qui habituellement financent les infrastructures, parce que tous ne le font pas. La Banque mondiale, par exemple, était devenue très réticente à financer les infrastructures ici, que ce soit l'énergie, les routes. Ils ont à un moment donné, elle a changé de politique, elle a décidé qu'elle va s'occuper de la lutte contre la pauvreté. Pour elle, la lutte contre la pauvreté, c'est l'éducation, la santé, le développement rural, l'hydraulique villageoise, ce genre de trucs. Mais il y a d'autres, comme le FED, le Fonds européen de développement, comme la BID, la Banque islamique de développement, la Banque africaine de développement, la BADEA, qui restent concentrés sur la modernisation des infrastructures. J'avais fait une réunion de tout ceci avec ce programme sectoriel de transport, essayer de planifier l'exécution de ce plan dans un délai raisonnable au cours d'un mandat, pour que chaque préfecture soit désenclavée par une route revêtue. Bien entendu, la tendance aujourd'hui, c'est que le réseau n'est pas entretenu. Je viens de l'intérieur. Le réseau n'est pas entretenu. Il faut privilégier l'entretien. S'il y a des ressources insuffisantes, il vaut mieux entretenir ce qui est construit que de construire de nouveau. Bon, ça, c'est une politique qui a été appuyée par les partenaires au développement, parce que les États ont tendance à construire de nouveau sans jamais entretenir ce qui a été construit. Si bien que la durée de vie des infrastructures est très réduite et la rentabilité des projets se retrouve amoindrie par ce manque d'entretien. Donc il faut, aujourd'hui j'ai fait la route Zérékouré, Beila, Kérouani, Kankan. Mais c'est un calvaire. Je faisais chaque année tout le réseau routier guinéen en tant que ministre, parce que j'aime ça, pour voir l'état du réseau et programmer justement l'entretien. Mais j'ai vu pratiquement sans doute, depuis que j'ai quitté cette route, n'a pas été entretenu. Tu ne peux pas faire plus de 6 km/h. J'ai laissé 3 véhicules dans ce truc-là. Donc, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de nouveaux projets. Les nouveaux projets, c'est en ville, vous avez d'Abompa, kilomètre 36, attribué dans les mêmes conditions que le tronçon Symphonie à Péchen, avec le prix unitaire de 6 millions d'euros le kilomètre. C'est exorbitant si c'est un marché de gré-gré. S'il y a eu appel d'offres, on peut comprendre, mais il n'y a pas eu appel d'offres. Donc la qualité de la gouvernance, là aussi, n'a pas été bonne. Autre sujet, la santé, le secteur de la, oui. de la santé. Y a-t-il eu développement social en la matière en Guinée? Non. Je vous réponds tous, il n'y en a pas eu. Le budget de la santé, c'était 2,3% avant Ebola. 2,3%. L'éducation est abandonnée. Attendez, le secteur prioritaire, pour moi, parce que vous avez demandé de mon programme. Le secteur prioritaire, la première priorité de celui d'Alain Président, c'est l'administration.
Il faut mettre en place une vraie administration au service des biens. Ça n'existe pas. Débarrasser cette administration de la corruption, du laxisme, de l'impunité. Vous allez dans une administration pour un service, si vous ne payez pas, vous ne l'avez pas. Il y a un laxisme inconnu. Il faut faire en sorte que l'administration soit au service des citoyens, imposer la rigueur. On ne peut rien faire aujourd'hui. Même la capacité d'absorption du pays en aide publique au développement est très faible. Aujourd'hui, vous avez des accords signés, des engagements pour aider la Guinée, mais on ne tire pas, parce que l'administration n'est pas efficace. Mais il y a une réforme qui est en cours, il y a même une école d'administration qui a été créée. Attendez, de façon, peut-être, créer une administration, c'est pour former les gens, mais il faut la rigueur. Il faut mettre fin à l'impunité, définir la mission du fonctionnaire, dépolitiser cette administration. Il ne faut pas obliger le fonctionnaire à être membre du parti présidentiel. Il faut lui laisser la liberté d'exercer son droit. Est-ce que c'est le cas? Parce que mais si on ne peut pas faire partie du RPG, on ne peut pas faire partie de l'administration. Aujourd'hui, nous sommes en face du parti-État. Demandez à tous les Guinéens, c'est le retour au galop du parti-État. Tous les fonctionnaires, allez dans les administrations, ils ont été obligés de partir pour leur préfecture d'origine, convaincre leurs parents de voter pour Alpha Condé, faute de quoi ils perdent leur poste. Tous sont à l'intérieur. Aucune administration ne marche. Les chefs de service, les chefs de division, les directeurs nationaux, les ministres, tout le monde est mobilisé pour ça. Alors que le service qu'ils devaient rendre aux citoyens en attendant, mais avant ça, même lorsqu'ils sont là, il y a une corruption généralisée, même à l'hôpital, dans les établissements scolaires. Il faut vraiment créer la rigueur, exiger naturellement le respect des règles, des procédures, respecter des règles, des normes de probité. Mais Marie-Angèle a parlé tout à l'heure de la santé. Il y a eu le problème d'Ebola. Vous l'aurez géré comment? Parce que le pays a quand même souffert. Je l'aurais d'abord mieux géré. J'aurais associé tout le monde. Parce que c'était une menace nationale. J'aurais associé tous les partis politiques, la société civile. Ici, on a voulu réserver ça exclusivement aux gens du RPG. Parce qu'il y avait des avantages, il y avait des motos à distribuer, il y avait des voitures, il y avait de l'argent. Ça n'a été utilisé, il a voulu garder ça exclusivement pour le RPG, bien naturellement. Pour le RPG, ou fallait-il simplement gérer cette situation de crise dans l'urgence et donc ne pas prendre le temps de consulter chaque personne? Ce n'est pas la consultation seulement. Nous étions obligés de nous lever pour participer à la sensibilisation, à nos frais. La vie de nos militants, la vie de nos compatriotes était menacée. Il ne faut pas... C'est ça qu'on sent les grands hommes, les hommes d'État. Lorsqu'il y a un problème comme ça, bon, tu associes les gens, tu dis, bon, on a un problème, comment on fait? On essaie de taire nos contradictions. Mais tous les jours, c'est régler des comptes. Non, il faut les exclure parce qu'il y a des avantages. Ils vont les avoir. On a tout fait pour être associés. On a même envoyé de l'argent à l'Assemblée. On a donné exclusivement aux députés de la mouvance pour aller sensibiliser sur Ebola. Nous, on nous a refusé. Mais en fait, les erreurs commises dans la gestion de la maladie, c'est que dès le départ, préoccupés par l'image du pays par rapport aux investisseurs et aux touristes, sans doute, on n'a pas voulu reconnaître qu'il y avait la maladie. Deuxièmement, lorsqu'on a obtenu un déclin, grâce à l'appui de la communauté internationale, on fait des déclarations triomphalistes. Ebola est vaincu alors que la maladie continue à se propager. Et donc, ça a pris du temps. Le Sénégal, le Mali, le Nigeria ont pris des dispositions. Ils ont très rapidement limité la propagation de la maladie. Mais nous, ici, parce qu'on ne peut pas nous comparer à la Sierra Leone. La Sierra Leone sort d'une guerre. Le système de santé était détruit. Même le Libéria. Mais le Libéria a fini ce combat avant nous. Et nous, on est resté jusqu'à présent, il y a des cas qui apparaissent. Il y a une mauvaise, il n'y a pas de rigueur. Parce que M. Alpha Condé ne peut pas dire que, oui, je ne dis pas que tout tient à lui, il y a un héritage. Mais il faut montrer un signal fort sur ta volonté de changer le comportement. En changeant toi-même le comportement, en faisant en sorte que tes proches donnent l'exemple. C'est par l'exemplarité qu'on peut changer. Il vous dira qu'il a hérité aussi d'un système de santé complètement défaillant. Qui ça? Il vous dira qu'il a hérité d'un système de santé qui n'existait pas. Il n'était pas aussi défaillant que celui de la Sierra Leone. Il y avait de bons médecins qui étaient prêts à se battre, mais il faut l'organisation. Lorsqu'il n'y a pas l'organisation, on n'a pas le rendement, on n'a pas les résultats. Il a manqué d'initiative, de rigueur, et puis la gestion. Ces gens étaient plus préoccupés par la gestion des biens matériels et financiers mis à disposition
de la Guinée par la communauté internationale et parfois par la réélection d'Alpha. On a vu des ministres aller en campagne de sensibilisation dans les préfectures. Ils ont oublié de parler d'Ebola. Ils ont parlé du bilan d'Alpha Condé, de Kaleta, il faut qu'on lui redonne un mandat pour lui permettre de faire ceci. Ils ont oublié complètement de parler. Alors que la mission, l'objet principal de la mission, c'était de sensibiliser sur Ebola. Monsieur Diallo, hormis l'administration, quel secteur comptez-vous réformer si vous êtes élu? Voilà, l'éducation. Je vais faire en sorte que la Guinée dispose d'un système éducatif performant, qu'on dispense aux jeunes Guinéens un enseignement de qualité. Nous avons, le système éducatif est malade, ce n'est pas le fait d'Alpha Condé, il a hérité, mais rien n'a été fait. Vous savez quel est le budget de l'éducation? La part réservée à l'éducation dans le budget de l'État, 14%. Le Sénégal, c'est 34%, dans les pays d'à côté, c'est plus de 30%, 14%. Le budget de la défense est plus important que le budget de l'éducation. Bon, je ne parle pas du budget de la défense, hein, parce que là, comme il n'y a pas de transparence et la défense, on sort facilement l'argent et sans faire... Bon, ça c'est... Vous allez dire que c'est l'opposant, oui. Je m'arrête là. Disons, ce qui est vrai, regardez la loi des finances de la Guinée, 14% réservé à l'éducation. Il y a 5098 écoles qui ont été construites par le RPG au cours des 5 dernières années. C'est ce qu'ils disent dans leur bilan. Écoutez, il ne s'agit pas de construire une classe pour obtenir vraiment une bonne formation pour les gens. C'est un paquet. M. Alpha Condé a l'habitude de penser que pour chaque secteur, il faut lever une contrainte. Peut-être que la contrainte des infrastructures en est une, mais ça ne suffit pas, monsieur. Ça ne suffit pas. L'agriculture, bon, il importe des engrais, il distribue ça, sans préciser les conditions d'accès. On envoie ça, les préfets, on donne ça aux ministres, on dit l'agriculture, voilà, ça augmente. Pour développer l'agriculture, bon, je reviendrai là-dessus, mais pour l'éducation, il faut voir de quoi est malade notre éducation. Vous avez naturellement le manque d'infrastructures, vous avez une classe de 150 personnes, c'est vrai. Il faut essayer de combler le déficit d'infrastructures. Le matériel pédagogique, le programme, le niveau des maîtres, c'est un problème. Nous avons vécu ici la révolution culturelle. De manière improvisée, on a décidé d'enseigner les langues nationales dans le primaire en lieu et place du français. Ça a été une catastrophe. Santé. Bon, il y a beaucoup de faiblesses. Il faut faire un diagnostic d'abord correct pour essayer de proposer des solutions pour que les jeunes de Guinée qui sont réputés intelligents puissent bénéficier d'un enseignement de qualité. Ensuite, vous connaissez le budget de l'enseignement professionnel? Le budget de l'enseignement professionnel plus celui de la justice réunis ne fait pas le budget de la présidence. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est des secteurs prioritaires et comme on dit que le budget de l'État, c'est l'expression chiffrée d'une politique, on sent, est-ce qu'on accorde? Aujourd'hui, il y a un chômage. Et la Guinée, je tenez-vous bien, la Guinée importe de la main-d'œuvre actuellement. Dans le bâtiment, les maçons, les plombiers, les électriciens viennent des pays limitrophes parce qu'il n'y a pas eu de formation. Il n'y a pas eu de formation, malheureusement. Et ça, il faut mettre en place dans chaque préfecture, un centre de formation professionnelle, apprendre aux jeunes à maîtriser un métier dans le secteur de l'agriculture, des services, de la mécanique, tout ça. Il faut former les gens. Parce que même lorsque les entreprises viennent, on a toujours des problèmes. On a reproché aussi aux entreprises d'engager des Sénégalais ou des Ivoiriens. Mais qu'est-ce que vous pouvez imposer à une entreprise de recruter quelqu'un qui ne peut pas rendre le service qu'elle souhaite? Donc pour cela, il faudrait justement que, pour faire tout ça, combien de pourcents du budget accordé à l'éducation? Il faut 30%. 30%. Ouais. Pour moi, il faut vraiment, c'est tellement important, les réformes à mener au niveau du secteur éducatif, je pense qu'il faut vraiment mettre aussi les moyens. Mais la rigueur, ce n'est pas les moyens. Si vous mettez seulement les moyens, il n'y a pas la rigueur, le contrôle, bien entendu, vous n'aurez pas de résultat. Parce qu'il y a des habitudes ancrées de détournement de fonds, de laxisme, de complicité. Vous volez, vous envoyez à votre ministre et tout. Il faut surveiller. Le président de la République doit surveiller ce ministre. Avoir une politique, de leur expliquer. Et puis veiller à ce que chacun, comme lui, et tu donnes l'exemple en tant que président de la République, dans le souci, dans ton attachement au respect de la loi, du respect des règles et des procédures, et en ce moment, tu seras fondé à sanctionner naturellement les... Parce que le comportement du chef de l'État inspire ceux des ministres, des gouverneurs, des préfets, même parfois des citoyens. Il faut que le président de la République soit au-dessus de tout soupçon, qu'il soit exemplaire. En ce moment, il pourra mener la politique de rigueur indispensable au redressement de la Guinée. Mais s'il y a des doutes, s'il n'y a pas la confiance, s'il n'y a pas la crédibilité, ça sera très difficile. L'un des points importants, Marie-Angèle, si je permets, l'un des points importants, c'était la réforme de l'armée. Oui.
Est-ce que vous pensez que ce qui a été fait était bien fait? Bon, c'est vrai que vous êtes dans une campagne, vous allez certainement me dire non, mais il y a quand même 4000 personnes qui sont allées en retraite. Le président Alpha disait hier qu'il y avait des militaires qui étaient là depuis 1952. Oui. Donc, la réforme de l'armée, on la voit plus partout dans la ville, dans les rues du pays. Il y a quand même quelque chose qui a été fait dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous proposez? Vous considérez que la réforme des forces de défense et de sécurité va se limiter à la mise à retraite qu'à ceux qui ont atteint l'âge? Parce que chaque fois qu'on parle de bilan, M. Alpha Condé dit « j'ai mis 4000 officiers à la retraite ». C'est quoi? C'est des gens qui avaient atteint l'âge de la retraite. Je suis d'accord, certains étaient restés parce que, bon, ils étaient maintenus là, soit par le général Conté qui était leur promotionnaire ou leur ami. Je suis d'accord qu'il fallait. Mais est-ce que ça suffit pour la réforme de l'armée? Il faut avoir une politique de défense. Quels sont les risques? Quelles sont les menaces qui pèsent sur la Guinée? Avoir des objectifs. Du bon, quelle est l'armée optimum qu'on peut avoir dans l'aviation, dans la marine, dans l'armée de terre? Essayer de se projeter. Bon, voilà, j'ai tel effectif aujourd'hui dans ça. Mais compte tenu des risques et des menaces qui sont là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me faut comme armée? Est-ce que je n'ai pas besoin plus de gendarmes, de policiers pour le maintien d'ordre que d'une armée pléthorique pour faire face à un truc? Bon, avoir une politique claire. Votre politique, c'est laquelle? Oui, dans ce ma politique, justement, c'est d'abord, je dis, je définis, je fais le diagnostic, je me fixe des objectifs. Qu'est-ce qu'il me faut comme armée de terre, armée de l'air? Par rapport aux menaces, quelles sont les menaces ici auxquelles je peux être amené à faire face? Parce que je tiens à défendre l'intégrité de la nation, je suis d'accord. Mais il ne faut pas payer aujourd'hui près de 30 000 ou 40 000 militaires. Lorsque tu as d'autres priorités, il faut peut-être chercher à réduire. Tu ne peux pas réduire tout de suite. Tu peux dire que ceux qui vont à la retraite, je renouvelle peut-être la moitié. Mais tu dois te fixer un objectif dans le temps et essayer de le réaliser de manière planifiée et en préparant les trucs. Merci, M. Diallo. Nous arrivons au terme de ce débat. Ah bon? Alors déjà, oui, effectivement, le temps passe vite. Alors ce qu'on voudrait, c'est que vous regardiez cette caméra et que vous adressiez un message à nos téléspectateurs qui vous regardent. Bien, je vais d'abord inviter mes compatriotes à rester mobilisés parce que l'heure est grave. Pour refuser naturellement que leur suffrage ne soit détourné ou que leur victoire ne soit confisquée. Nous avons noté que M. Alpha Condé et la CENI ont refusé de mettre en œuvre les dispositions de l'accord du 20 août. Ils ont refusé de mettre en place les délégations spéciales. Ils ont refusé d'assainir le fichier et d'extraire notamment les mineurs indûment, les personnes indûment enrôlées. Et la distribution des cartes n'a pas été ce qu'on attendait. Beaucoup de citoyens n'ont pas pu avoir leur carte d'électeur. Et je demande à ce que les gens soient mobilisés, qu'on participe à ces élections, malgré tout, puisque M. Alpha Condé et la CENI n'ont pas, pour l'instant, voulu reporter les élections pour réduire ces anomalies et ces irrégularités, dont personne ne conteste l'existence, et de rester mobilisés pour sécuriser leur suffrage et refuser que leur victoire, le cas échéant, ne soit confisquée. Merci, M. Cellou Dalein Diallo. Merci. Alors nous arrivons donc au terme effectivement de cette édition spéciale. Vous avez pu, chers téléspectateurs, vous forger votre propre opinion concernant les programmes des différents candidats qui se sont succédés sur ce plateau. La campagne électorale s'achève ce vendredi à minuit. Rendez-vous dimanche à partir de 20h GMT pour la grande soirée électorale sur le plateau d'Africa 24 en direct de Conakry en Guinée. Nous recevrons de multiples invités pour décrypter cette journée de vote. Merci à vous. Merci. Restez sur place, on va pas encore.